Le commerce a traversé la période, la pandémie, de façon douloureuse, on va dire, hein, mais ça a été aussi un accélérateur de beaucoup d'innovations, et en tout cas un accélérateur de la digitalisation des commerçants qui, voyant leurs magasins fermés, ont dû développer effectivement, ou en tout cas confirmer leur présence online. Alors, ils traversent encore aujourd'hui une situation économique qui n'est pas facile, hein, pouvoir d'achat, inflation, énergie, loyer, beaucoup de contraintes économiques pèsent sur les commerçants, hein, au sens large. Une baisse des ventes, une hausse des coûts et des besoins d'investissement importants. Pourquoi? Pour la transformation digitale, hein, qui a été confirmée, développée pendant la pandémie, mais qui doit se poursuivre, hein, pour proposer des nouveaux parcours de paiement demandés par les consommateurs. Donc, ça nécessite beaucoup d'investissement et puis une transition écologique qui aussi fait l'objet de très nombreuses réglementations et qui fait peser sur les commerçants, là aussi, des coûts importants. Voilà. Donc, le cadre du commerce n'est pas facile, mais le commerce se digitalise, les parcours se digitalisent, les consommateurs et les clients, eux aussi, sont friands de ces moyens de digitalisation et la place du paiement, elle a considérablement évolué. Quelques années, c'était un mal nécessaire en bout de course, hein. On sortait du magasin, il fallait bien payer, ou on sortait du site, il fallait payer. Aujourd'hui, les parcours sont particulièrement importants pour se différencier, pour être personnalisés à l'exigence du consommateur. Ça impacte tout le parcours, hein, on le voit en proxy, on le voit en e-commerce. On voit des nouveaux usages qui se développent, hein, l'usage ou la location plutôt que la propriété. Il y a aussi l'économie circulaire qui prend de la place, hein, de plus en plus, et qui nécessite des nouveaux parcours et donc des nouveaux moyens de paiement. Alors, il y a de nombreuses innovations qui ont été permises par la DSP2, bien connue. La DSP2 a été un texte extrêmement structurant, hein, qui a permis à de nouveaux acteurs tels que Linkso d'apparaître, hein, des TPP, des fintech. Il y a aussi dans la proximité, il y a aussi, alors ce n'est pas la DSP2 qui a initié ça, mais des innovations autour des terminaux d'encaissement, les soft-POS. On a des nouveaux rails de paiement avec les stands de paiement qui se développent aussi sous l'impulsion européenne. Et tout ça nourrit une réglementation qui touche à la fois à la sécurité, hein, à la DSP2, il y a l'authentification dans la DSP2, il y a l'identité numérique également au niveau européen, les IDAS qui se développent. Et tout ça est conforme à la stratégie européenne des paiements qui vise à promouvoir des moyens souverains de paiement, hein, comme le virement instantané, et de manière plus globale, à plus long terme peut-être, l'euro digital qui fait également parler de lui. Voilà. Mais in fine, tout cela ne peut pas rester hors sol, hein. Tous ces textes qui prévoient, qui encadrent les paiements ne peuvent pas rester hors sol. Il faut toujours veiller d'une part à une adoption de ces innovations par les consommateurs et d'autre part à la capacité des accepteurs, hein, donc les commerçants, à déployer ces nouveaux moyens d'acceptation dans les conditions économiques acceptables. Donc, on a vu qu'ils avaient beaucoup de charges en ce moment, un certain nombre de difficultés, et donc il faut penser à ça quand on innove dans les paiements comme dans le reste. Et puis, garder à l'esprit que la France est un pays de cartes qui reste important. Donc, l'open banking va venir apporter des innovations, apporter des nouveaux parcours, mais ça ne sera pas un grand soir, tout ça va prendre du temps et va se mettre en place très progressivement. La DSP2 a été structurante dans le domaine des paiements en permettant à de nouveaux acteurs de proposer de nouvelles offres et des nouveaux services et des nouveaux parcours de paiement. Les cas d'usage de l'open paiement se font de plus en plus nombreux chez les commerçants, hein, en proxy ou proximité ou à distance. Et ça constitue une véritable opportunité d'évoluer vers une approche plus servicielle en matière de paiement, hein. On a différentes combinaisons entre le QR code, les wallets, l'usage du mobile par les consommateurs, l'open banking, le virement instantané. On a des briques, ou plutôt des pièces d'Apple aujourd'hui qui sont nombreuses et assez complètes et qui permettent et qui sont assez prometteuses à notre sens, mais qui restent très largement à construire. Donc, il y a des cas d'usage, effectivement, on l'a vu depuis 2-3 ans, qui se multiplient.
chez les retailers, hein, des cas d'usage de l'open banking pour un certain nombre de cas d'usage dont on parlera tout à l'heure. Mais ça souffre encore peut-être d'un manque de standards, d'une part, d'une pédagogie aussi, hein, on s'y emploie chez Mercatel, à une pédagogie auprès des commerçants, mais aussi des utilisateurs finaux que sont les consommateurs. Et donc, nous, on voit un certain nombre d'intérêts à l'open banking pour le commerce, hein, et pour les commerçants. Ça se situe au niveau de l'optimisation des coûts, hein. Quand on fait un paiement compte à compte, on zappe un certain nombre d'intermédiaires et donc les coûts sont mécaniquement moindres. Il y a aussi des cas de figure où l'open banking va permettre de l'initiation de paiement à travers du virement ou du virement instantané et qui va pallier à certaines limites de la carte, hein, les plafonds cartes par exemple. Qui vont pouvoir être dépassés, enfin être dépassés, on va vérifier quand même que l'argent est sur le compte, mais les plafonds cartes peuvent être bloquants pour des achats de gros montants. Et puis, il y a l'immédiateté et la disponibilité des fonds, hein, le caractère irrévocable des paiements, ça c'est important. Et par conséquent, derrière, on a toute une chaîne de traitement des paiements qui peut être simplifiée aussi et optimisée. Et puis, on a ces parcours de paiement sont source de simplification pour le client et d'optimisation des flux pour le marchand également en back-office, hein, j'en ai parlé, notamment pour la réconciliation. Voilà. Et puis, tout cela, l'open banking, c'est un projet européen, c'est une directive européenne, donc on le fait non seulement au niveau du pays, mais au niveau de la place européenne. Et donc, ça permet à des acteurs qui exercent dans différents États de passer par les mêmes solutions, hein, pour l'ensemble de leurs consommateurs clients. Et cela fait particulièrement sens dans un contexte de structuration de l'Europe des paiements et dans une quête de souveraineté, hein, qui est souhaitée par les instances européennes comme pour les instances domestiques. Il reste encore cependant du chemin à faire sur ce plan, notamment les textes publiés la semaine dernière en vue d'amélioration de la DSP2, donc une future DSP3, et puis un certain nombre de règlements sur le virement instantané, devraient contribuer à aller dans le bon sens et à confirmer cette tendance. Il y a un travail de standardisation qui reste à accomplir par l'industrie. Aujourd'hui, c'est vrai que les différents TPP, les différents acteurs proposent des parcours chacun de leur côté, et les banques également proposent des parcours qui ne sont pas forcément standardisés. Donc, il y a des travaux au niveau de l'EPC avec des travaux sur des schemes pour ce qu'on appelle le request to pay, hein, le lien de paiement, ou le scheme SPA qui devrait permettre de normaliser un certain nombre d'échanges d'informations pour le virement instantané. Et tout cela devrait non seulement favoriser le déploiement de l'open banking et du virement instantané, mais également de permettre à une couche servicielle, hein, de voir le jour au-dessus de ces paiements par virement instantané que permet l'open banking. Une couche servicielle qui reste à construire, hein, et qui voit le jour. Et puis, il faut aussi penser à un modèle économique. Il faut que chacun trouve son compte dans ces nouveaux rails de paiement. Le commerçant, bien sûr, hein, je l'ai déjà dit, on y est très sensible. Forcément, cela sera d'autant plus accepté par les commerçants qu'ils auront un intérêt économique à les proposer. Mais il faut aussi que le consommateur y trouve son compte, que peut-être les intermédiaires y trouvent leur compte, et notamment les banques, pour que tout cela se développe. Et puis, il y a par exemple le projet EPI, hein, vous savez que ce projet européen qui visait à l'origine à doter l'Europe d'une souveraineté en proposant un scheme carte, n'a pas vu le jour, et il reste quand même un volet important de ce projet EPI à l'échelle européenne, qui est un wallet européen basé sur le virement instantané. Et de ce point de vue-là, il est peut-être, EPI est sans doute une opportunité d'apporter au marché à la fois un nouveau rail de paiement performant, hein, basé sur le virement instantané, et une large gamme de services. Et puis, depuis le BNPL jusqu'au le paiement fractionné, le paiement différé, et le remboursement, un certain nombre, voilà, de cas d'usage ont été listés. Et puis surtout, un modèle économique équitable, le tout avec une même expérience à travers l'Europe. Donc ça, c'est particulièrement significatif et important. Enfin, les commerçants sont par ailleurs des acheteurs, hein, eux aussi, ils ont des fournisseurs. Et l'open banking peut constituer là aussi un vivier d'optimisation, hein, côté B2B, dans les flux et l'optimisation des flux de paiement avec leurs fournisseurs et de réduction des coûts, notamment dans le cadre, je rappelle aussi une autre réforme, la facturation électronique, mais où on peut aussi imaginer que l'open banking
pour des commerçants, dans les relations entre les entreprises, va permettre aussi des innovations, hein, le paiement par lien, l'alternative au chèque, par exemple. C'est pas trop dans le monde de l'entreprise, le chèque, mais quand même, il en reste encore. L'optimisation de l'expérience d'achat en e-commerce, l'amélioration des taux d'acceptation par téléphone, c'est des cas aussi qui sont importants. La fluidification des parcours de recouvrement de créances, hein, tout ça, c'est plutôt des aspects B2C. Et puis la gestion de factures, la mise en place d'un mandat de prélèvement fiable, le paiement d'acompte, sont autant de cas d'usage qui commencent à se mettre en place et que nous surveillons de près, que nous essayons d'accompagner. On a le premier cas qui est effectivement évident, c'est quand le plafond carte est atteint, quand un client veut acheter une cuisine, un canapé, un voyage, il peut, avec l'open banking et le virement et l'initiation de paiement, payer son bien ou son service sans impacter son plafond carte. Donc ça, c'est un cas d'usage important. Il peut y avoir également, dans tout ce qui est mise en place d'un mandat de prélèvement, des opportunités avec l'open banking, hein, avec des parcours de souscription à un abonnement. L'objectif et le bénéfice apporté par l'initiation de virement sont de sécuriser la mise en place du paiement récurrent, hein. On fait d'abord une initiation de paiement et puis on récupère l'IBAN et on met en place la souscription, la souscription de l'abonnement, hein, et ça permet de fiabiliser et de simplifier le parcours de façon quasi instantanée, là où avant, il fallait remplir son IBAN ou envoyer son IBAN pour mettre en place tout cela. Il y a également des cas d'usage autour du paiement d'acompte, hein, toujours pour des gros montants, autour du voyage, par exemple, ou de prépaiement quand on réserve quelque chose, quand on met un dépôt de garantie, un montant qui n'est pas totalement connu au moment où on fait la transaction. Donc, on peut de cette manière faire un paiement avec l'open banking et le virement. Il y a des cas d'usage autour du remboursement qui sont très usités aussi chez un certain nombre de retailers. Le remboursement est un cas d'usage compliqué dans le retail. Et là, ça permet de fluidifier ce remboursement. Le consommateur qui vient se faire rembourser un bien est tout de suite crédité de son montant et il peut bien évidemment reconsommer tout de suite. Donc, c'est un avantage commercial important pour la marque. On a, je l'ai rapidement évoqué, mais ça pourrait donner lieu à une autre prise de parole, tout ce qui ressort des paiements B2B et de la gestion des factures. Le bénéficiaire peut envoyer un lien de paiement à son client pour qu'il règle sa facture, hein, cash-in, ou les factures peuvent également être payées par virement, cash-out. Et dans le cadre de l'économie circulaire, une palette de solutions sont bien évidemment mobilisables avec l'open banking sur les plateformes, tant du point de vue du payé que du payeur. Et puis, voilà, pour terminer en B2B, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Il y aura effectivement des choses autour de l'open banking en B2B et autour de la facturation électronique et des facilités de paiement.